À la une de l'actualité législative de mars prochain en Côte d'Ivoire, le dépôt des candidatures ouvert depuis dimanche. Les tractations se poursuivent au sein des partis. 3 jours de deuil national au Niger après l'attaque samedi qui a fait 100 morts. Le pays va renforcer son dispositif sécuritaire. Et puis attaque djihadiste au Cameroun, 3 membres d'un groupe d'autodéfense tués par Boko Haram dans l'extrême nord du pays. Merci de votre fidélité et bienvenue dans cette édition. En Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra est réélu au premier tour de la présidentielle du 27 décembre dernier avec 53,92% des voix. L'annonce de sa réélection a été faite ce lundi par la commission électorale qui a livré des résultats qui doivent être validés officiellement par la Cour constitutionnelle après d'éventuels recours. Faustin-Archange Touadéra a été annoncé vainqueur de la présidentielle au premier tour par l'autorité nationale en charge des élections en Centrafrique. Selon les résultats provisoires qui doivent être validés par la Cour constitutionnelle au plus tard le 19 janvier prochain, le président sortant a été réélu loin devant Anissé Georges Dologuélé et Martin Ziguélé. Faustin-Archange Touadéra, 346 687. Anissé Georges Dologuélé, 135 081. Martin Ziguélé, 47 948. Conformément aux dispositions de l'article 114 du Code électoral, M. Faustin-Archange Touadéra, ayant recueilli la majorité absolue des suffrages valablement exprimés au premier tour de l'élection présidentielle du 27 décembre 2020 avec 346 687 voix, soit 53,92% est déclaré élu. L'opposition annonce d'ores et déjà qu'elle contestera les résultats. Elle dénonce entre autres les fraudes massives, un manque de transparence et le fait que de nombreux Centrafricains n'ont pas pu se rendre aux urnes. Les résultats proclamés ce lundi ne portent en effet que sur la moitié des bureaux de vote du pays. Je le disais en titre, en Côte d'Ivoire, le dépôt des candidatures en vue des élections législatives prévues pour mars prochain a été lancé dimanche. L'opposition reste encore prudente sur sa stratégie en vue de ces élections, mais les partis ont chacun montré leur sérieuse intention d'y participer. Dimanche, jour d'ouverture du dépôt des candidatures pour les législatives. Le secrétaire général du FPI GOR, Assoa Adou, a rencontré le président du FPI légal, libéré récemment, Pascal Affi-N'Guessan. Il s'agit d'une visite de solidarité et de compassion à l'initiative du président Gbagbo à la suite de la libération d'Affi-N'Guessan, a rapporté son entourage. Les deux courants se livraient une bataille fratricide depuis plusieurs années. Ce rapprochement pourrait donc être le signe d'une volonté de réconciliation en vue des législatives où l'opposition a montré son intention de partir en rang serré. Au PDCI, on ne cache pas non plus sa volonté de remporter la majorité des sièges au profit du RHDP, même si cela passe par la désignation de candidats uniques dont certains seraient issus d'autres partis de la coalition de l'opposition. Le dépôt des candidatures, circonscription par circonscription, va permettre d'y voir plus clair sur la répartition des sièges entre les partis d'opposition et l'avancée de ces négociations internes. La période de dépôt qui s'achève le 20 janvier est considérée comme très étriquée par le secrétaire exécutif provisoire du PDCI, Nyanké Kofi. Du côté du pouvoir, le RHDP pourra se targuer du soutien du RACI, pourtant anciennement dévoué à l'opposant Guillaume Soro, l'ex-premier ministre toujours en exil. Chaque candidat à cette élection doit avoir plus de 25 ans et être en mesure d'apporter une caution de 100 000 francs CFA.
Au Cameroun, 3 membres d'un groupe d'autodéfense ont été abattus lundi par des combattants présumés de Boko Haram dans l'extrême nord du pays où ces djihadistes multiplient les attaques selon les autorités locales. Boko Haram a tué 3 membres du comité de vigilance du village de Kaliari au Cameroun, selon Mahamat Chetima Abba, chef traditionnel et maire de la commune de Mozogo. Ces groupes d'autodéfense, composés de civils, sont notamment chargés de fournir des renseignements ou de servir d'éclaireurs aux soldats. Le bilan a été confirmé par un officier de police ayant requis l'anonymat. Il a précisé que les victimes étaient âgées de 25, 30 et 40 ans. Les membres de Boko Haram et d'une grande dissidente, les membres de Boko Haram et d'une branche dissidente, le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, multiplie ces dernières années les attaques meurtrières contre les forces de sécurité et les civils dans l'extrême nord du Cameroun, comme dans les régions limitrophes de 3 pays voisins, le Nigeria, le Niger et le Tchad. Ils y enlèvent fréquemment des civils, notamment des femmes et des enfants. 100 personnes ont été tuées ce week-end dans l'attaque de 2 villages de l'ouest du Niger. L'insurrection de Boko Haram est née en 2009 dans le nord-est du Nigeria avant de se propager dans les pays voisins. Depuis, plus de 36 000 personnes, principalement au Nigeria, ont été tuées et 3 millions ont dû fuir leur domicile, selon l'ONU. Le Niger a à présent décrété 3 jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone proche de la frontière malienne après l'attaque samedi qui a fait 100 morts. C'est ce qu'a affirmé ce lundi le ministre nigérien de l'Intérieur Alkash Alada à l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel dirigé par le chef de l'État. Le Premier ministre nigérien Brigitte Rafini s'est rendu au village de Choma Bangou, dans l'ouest du pays, où une attaque a fait 70 morts. Environ 30 autres personnes ont été tuées dans une autre attaque à Zaroumadari, un des pires massacres de civils dans ce pays régulièrement visé par des groupes djihadistes et qui est en pleine élection présidentielle. Déjà, il y a des mesures conservatoires qui leur ont été annoncées pour que les populations de ces villages soient sécurisées dans les meilleures conditions. Nous avons constaté que le village de Zaroumadari a déjà quitté, les populations ont quitté leur village. Ici aussi à Tchombangou, une bonne partie de la population s'est déplacée. Des enquêtes vont être diligentées pour que ce crime ne soit pas laissé impuni. À l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel, dirigé par le chef de l'État Mahamadou Issoufou, le ministre nigérien de l'Intérieur Alkache Al-Ada a affirmé ce lundi que le Niger a décrété 3 jours de deuil national et va renforcer le dispositif sécuritaire dans la zone proche de la frontière malienne après l'attaque de ce week-end. Le gouvernement va en outre organiser des forums avec des leaders communautaires et religieux pour prévenir les risques de conflits intracommunautaires, a-t-il ajouté. L'ancien chanteur de reggae Bobi Wine, de son vrai nom Robert Kyagulanyi, concurrent le plus sérieux du président sortant Yoweri Museveni, qui est devenu la cible privilégiée du régime, promet de manifester contre toute illégalité et toute irrégularité liée aux élections du 14 janvier. Il a affirmé que le président au pouvoir depuis 35 ans semble déjà être en train de truquer les élections. À cet effet, il a appelé les Ougandais à ne pas se croiser les bras face à une injustice flagrante. On le suit. Ce sera plus ou moins un vote de protestation. À mon avis, vous voyez, protester, c'est voter. Et protester, c'est aussi se manifester, tant que cela reste dans les limites légales acceptables. Ce serait donc nuire au régime en lui disant que nous allons marcher jusqu'au travail, ou que nous allons faire un sit-in, ou que nous allons faire ceci ou cela. Mais tout ce que je peux vous assurer, c'est que nous allons manifester contre toute illégalité et toute irrégularité.
Nous savons que le régime pourrait même m'arrêter avant l'élection, ou le jour de l'élection, ou dès que j'aurai voté. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Notre engagement a toujours été d'exalter les voix du peuple ougandais de la manière la plus légale, la plus constitutionnelle et la plus pacifique, mais aussi de la manière la plus affirmée. Ainsi, si le général Museveni truque les élections comme il semble déjà être en train de faire, nous demanderons au peuple ougandais d'élever sa voix de manière non violente, mais affirmée. Nous encouragerons le peuple ougandais à ne pas se croiser les bras face à une injustice flagrante. Autre information, Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, ne sera pas extradé aux États-Unis. La justice britannique a rendu sa décision ce lundi, évoquant un risque de suicide. Victoire de Julian Assange dans sa bataille contre les États-Unis. Invoquant un risque de suicide, une juge britannique a refusé lundi de remettre le fondateur de Wikileaks à la justice américaine qui le réclame pour la publication de centaines de milliers de documents confidentiels. Le feuilleton en cours depuis une décennie autour de l'Australien de 49 ans, devenu pour ses soutiens un symbole du combat pour la liberté d'informer, ne s'arrêtera sans doute pas là. Les autorités américaines ont tenu informer le tribunal de leur intention de faire appel de la décision rendue par la juge. Pour son avocat, c'est un soulagement. Oui, bien évidemment, c'est un soulagement parce qu'il y a encore quelques heures, on craignait que la justice britannique rende, on va dire, Assange aux États-Unis et ça l'aurait placé dans une position tout à fait insoutenable sur le plan notamment de son état de santé. Et donc, ce que dit la décision, c'est que cet état de santé ne permet pas son extradition. Donc, aujourd'hui, on est d'une certaine façon soulagé, même si on sait que ce n'est absolument pas la fin de cette affaire. Et ce qu'on va attendre là, dans les toutes prochaines heures, c'est de savoir si la justice britannique accepte ou non sa remise en liberté. Après la décision de la justice, l'avocat de Julian Assange espère désormais sa libération. Mais il est très clair qu'à partir du moment où il n'est pas extradé, il ne représente aucun danger pour personne. Il est une personne qui est tellement identifiée que, évidemment, il peut très bien être assigné sur le sol britannique le temps que cette affaire se termine. Donc aujourd'hui, ce qu'on espère avant tout, c'est sa remise en liberté. La compagne de Julian Assange, elle, est consciente qu'il reste du chemin à faire, surtout avec les USA qui entendent faire appel de cette décision. Ce sera tout pour cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme.